Hello tout le monde, c'est Aymeric, content de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale de la CNMSS en partenariat avec Skyrock PLM pour parler d'un sujet crucial, les conduites à risque avec et sans substance, les addictions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Nous avons Diane, médecin militaire, spécialiste en addictologie, bonjour. Bonjour. David, qui est infirmier militaire tabacologue. Bonjour Aymeric. Et Jean-Paul, médecin addictologue. Bonjour à vous 3. Bonjour Aymeric. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais qu'on comprenne bien justement le phénomène de l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction exactement et pourquoi on parle d'addiction au pluriel, Diane? On parle d'addiction au pluriel parce que ce sont des maladies chroniques Oui. qui en fait altèrent le fonctionnement cérébral. On est sur des pertes de contrôle d'une consommation avec substance ou tout simplement d'un comportement avec des conséquences négatives, des gens qui effectivement n'arrivent pas à s'arrêter. Vous disiez addiction au pluriel parce qu'en fait on a à la fois les addictions comportementales avec les jeux de hasard et d'argent, le sport, ou le sexe, la pornographie, et puis aussi simplement l'achat compulsif, et puis les addictions aux substances. Oui. Dedans, tout simplement les plus courantes, tabac, alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, en fait, ecstasy, et j'en passe. Ouais, on va revenir dessus évidemment en détail sur toutes les addictions qui ont été citées là. Jean-Paul, pourquoi c'est important particulièrement pour les militaires de ne pas consommer de drogue? C'est important parce que à partir du moment où vous avez une substance qui va modifier les capacités de réactivité, de contrôle, éventuellement enfin, tout ce qui touche à la sécurité, oui. Vous avez à ce moment-là donc un risque majeur pour des gens qui sont consommateurs vis-à-vis de leurs camarades ou vis-à-vis, en fait, par exemple, j'étais dans l'aéronautique auparavant, des gens qui sont pilotes ou qui travaillent sur des postes en passerelle, en surveillance, etc. Il n'est pas compatible qu'on puisse avoir des gens avec des prérogatives de responsabilité, de port d'armes ou des prérogatives en fait de sécurité qui puissent être sous l'emprise d'un psychotrope, notamment le cannabis ou l'alcool ou d'autres produits comme a décrit Diane. Ça c'est important ce que vous dites parce que ça veut dire qu'on peut mettre limite en danger nos camarades. C'est le problème. La plupart du temps, quand on parle avec les patients, on décrit effectivement donc l'aspect, je dirais, entre guillemets positif de la prise de produits. Oui. Mais ceci dit, par rapport à des gens qui ont des postes à responsabilité, notamment les militaires, ça n'est pas compatible. David, on parle de la sécurité avant tout, mais pourquoi certaines personnes consomment justement des substances addictives? Alors Aymeric, les raisons sont multiples. Ouais. D'abord la gestion du stress, la recherche du plaisir, l'envie de faire partie d'un groupe, ça aide à socialiser. Notamment le tabac. Ouais, le tabac surtout. Ouais. Et l'évasion aussi de la vie de tous les jours qui peut être parfois difficile. Mais il y a d'autres moyens de décompresser beaucoup plus sains en fait. Justement, quelles sont les alternatives qui existent? Comment on peut décompresser sans avoir recours à des substances? En fait, il existe des techniques de respiration. D'accord. Comme la cohérence cardiaque. Oui. Est-ce que vous voulez que je vous explique? C'est quoi la cohérence cardiaque? Oui. Alors la cohérence cardiaque, en fait, c'est de respirer 6 fois par minute. D'accord. C'est-à-dire de faire une inspiration de 5 secondes, puis une expiration de 5 secondes. Et ça pendant 5 minutes et 3 fois par jour. D'accord. Ça a été prouvé que ça aide à gérer le stress et à mieux vivre sa vie. D'accord, ça c'est efficace. Après, il y a des choses beaucoup plus simples, comme faire du sport. Surtout quand on est militaire, on est habitué. Faire des choses qui nous plaisent. Donc si on a une passion, faire cette passion. Tout simplement aussi aller dans la nature. Ça fait du bien d'être en forêt des fois, parfois. Et puis tout simplement, des fois, se poser et juste méditer, ce sont des choses qui peuvent permettre de décompresser. Donc exercice de respiration, le sport, pratiquer une passion, aller dans la nature, voilà, ça peut compenser en tout cas ou remplacer ces addictions. Exactement. Je dis souvent que l'addiction se greffe lorsque on va au-delà de nos limites. Oui. C'est souvent le cas, un militaire part en mission, c'est dur. Bien sûr. C'est dur, c'est pas très forcément évident. Le rythme de sommeil, le rythme de vie en lui-même, et puis l'isolement, la solitude, enfin, tout ce qui fait qu'on est loin de nos proches, ça peut effectivement nous mettre un peu en danger. Comme disait David, se faire plaisir, trouver une passion, c'est important. Et puis effectivement se connaître. C'est-à-dire que quand on connaît un peu son rythme de sommeil, son rythme physique, physiologique, finalement on arrive plus vite à savoir quand est-ce qu'on va un peu au-delà. Avoir une bonne hygiène de vie, avoir un sommeil suffisant, de qualité, ce serait encore l'idéal, mais c'est pas forcément évident. Et puis, manger sainement et tout, essayer de trouver un temps de parole avec des collègues, des camarades qui sont dans la même mission que nous, ou parfois en dehors, de façon aussi à pouvoir avoir une bonne relation sociale avec quelqu'un d'autre. Parler du sommeil suffisant, c'est combien d'heures par exemple en moyenne? C'est très individu dépendant. Ça dépend, ouais, voilà. Oui, complètement. Ça peut aller de 5 heures pour l'un à 9 heures pour l'autre. D'accord. Il y en a qui peuvent être épanouis en dormant 5 heures par jour. Tant qu'on n'est pas fatigué la journée, oui, le sommeil a été suffisant. D'accord, bien connaître son corps aussi, bien comprendre tout ça. Merci pour tous ces conseils. On va parler un peu de l'alcool plus spécifiquement.
David, en ce qui concerne l'alcool, qu'est-ce que vous conseillez justement à un jeune qui vient d'arriver dans l'armée, sur l'alcool précisément? Alors ce que je conseille, c'est de modérer sa consommation. Aujourd'hui, les recommandations, c'est 2 verres standards par jour et ne pas boire tous les jours. D'accord. Alors c'est quoi le verre standard? Oui, j'aimerais bien savoir. Alors le verre standard, en fait, ça correspond à 10 grammes d'alcool. D'accord. Et ça correspond, donc, comme vous le voyez sur ce gobelet, à une unité de whisky, donc à 40 degrés, 3 centilitres. C'est la même chose au niveau alcool qu'une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Aujourd'hui, il existe des bières qu'on appelle 8-6, Ouais. qui, elles, font 50 centilitres et 8 degrés et demi. Donc, ces 8-6, elles correspondent à 3 verres d'alcool standard. Après, pour tout ce qui est soirée festive, ce que je conseille, en fait, c'est de prendre des mesures avant de partir en soirée. Lesquels? Pour que ça se passe le mieux possible. Ouais. C'est d'essayer de trouver un SAM. Oui, bien sûr. Le SAM, c'est celui qui ramènera tout le monde, c'est le conducteur qui sera sobre. Et Et va puis, être désigné avant la soirée, effectivement, pour savoir pour savoir ramène qui ça et ça. ramènera tout le monde et qui sera le SAM. Et les conseils individuels, c'est de boire de l'eau pendant la consommation d'alcool, Oui. avant, pendant, après. C'est de manger. L'alcool est mieux ingéré quand on mange. C'est aussi de ne pas penser qu'on va dessouler comme ça. Ouais. Il n'y a aucune technique qui permet de dessouler. C'est juste le temps qui permet de dessouler. Bon, c'est important ce que vous dites parce que vous donnez des conseils pour accompagner quand même la prise d'alcool, vous interdisez pas, et ça c'est un discours qui pour moi est audible. Diane, est-ce que c'est vrai que faire du sport aide justement à éliminer l'alcool plus vite? C'est vrai, on entend souvent ça. C'est une belle idée reçue. C'est une idée Au reçue. contraire, au contraire. Faire du sport après avoir ingéré l'alcool, ça augmente le risque de coups de chaleur et de déshydratation. D'accord. Donc, en fait, le mieux pour diminuer son taux d'alcool, c'est tout simplement, comme disait David tout à l'heure, attendre. D'accord. Le temps fait son œuvre et bien boire, bien entendu, pour continuer à s'hydrater le temps que l'alcool passe dans le sang, ça suffit. Bon, on parle d'idées reçues. David, j'aimerais savoir, on dit que le vin parfois c'est bon pour la santé. Est-ce que le vin est bon pour la santé? Et bien là, c'est encore une idée répandue. Il y a une étude en 2018 qui a été publiée dans un magazine scientifique qui s'appelle The Lancet. Une étude qui comprenait 28 millions de personnes, donc une grosse étude dans 195 pays et sur 25 ans. Donc c'est vraiment une étude qui a été longue à faire et qui prouvait qu'un seul verre d'alcool par jour augmentait le risque d'avoir l'une des 23 maladies associées à l'alcool. Il n'y a aucun effet protecteur en fait, même à faible dose. Donc l'idée du petit verre de vin tous les jours, c'est une idée très très répandue en France. Oui, qui a même été alimenté. Je me rappelle qu'il y a, enfin je me rappelle pas personnellement, mais en tout cas, les jeunes en cantine buvaient du vin même à l'école il y a 50 ans. Et il y a 30 ans, il y avait tout plein de publicités qui tournaient pour expliquer à quel point le vin avait été fructueux. Et ben ça, c'est malheureusement C'est une faux. idée reçue. Alors on connaît toujours une vieille dame qui est morte très très âgée en ayant bu son petit verre de vin tous les jours. Et ben elle a eu de la chance. D'accord. Tellement. D'accord, donc ça c'est une idée reçue et c'est important de parler de ça. On va parler du tabac à présent avec David. Est-ce que fumer une cigarette, juste une cigarette par jour, c'est vraiment grave? Malheureusement, oui. Ouais. C'est pareil. C'est un peu comme l'alcool. Dès qu'on fume une cigarette, on augmente ses risques cardiovasculaires. D'accord. Donc ceux qui nous disent je vais réduire et fumer une cigarette ou deux au lieu de 5 ou 10. Alors ça peut être une bonne approche pour aller vers l'arrêt complet. D'accord, quand Mais même. l'idéal est l'arrêt complet. Effectivement, le risque d'infarctus quand on fume une seule cigarette par jour pour un homme est augmenté de 48% et de 57% pour une femme. Le tabac est le premier risque cardiovasculaire en fait, devant tous les autres risques cardiovasculaires. Et alors, faire du sport, Diane, je vous redemande, parce qu'on s'est posé la question sur l'alcool, est-ce que faire du sport peut diminuer justement les risques quand on fume? Et non, faire du sport, c'est un bon moyen pour aider à déstresser quand on arrête de fumer, Ouais. en tout cas quand on est en phase de sevrage. Mais par contre, quand on fume, donc avant ou après le sport, finalement, c'est plutôt délétère pour l'organisme. Les alvéoles sont toutes ouvertes, récupèrent toute la fumée, et puis ça augmente effectivement le risque aussi de mort subite à l'effort. David, on entend souvent que quand on arrête de fumer, on est plus stressé, on grossit. Est-ce que c'est vrai? Alors en fait, le stress, il est dû au manque de nicotine. D'accord. Donc en fait, la cigarette génère elle-même le stress qu'elle soulage. À plus ou moins long terme, les niveaux d'anxiété, quand on arrête de fumer, diminuent dans le temps. Ça, c'est également une idée reçue. D'accord. Donc c'est l'anxiété qui va provoquer parfois la prise de poids après si on arrête de fumer. Alors si on arrête de fumer, la prise de poids, elle est due en fait au manque de nicotine. D'accord. La nicotine est un coupe-faim naturel. Oui, oui. Et donc quand on arrête de fumer, on n'a plus ce coupe-faim naturel et l'appétit revient. La prise de poids souvent est liée justement à une insuffisance d'apport en nicotine. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on est bien suivi par un infirmier ou un médecin tabacologue et qu'on a assez de dosage en nicotine, au final, on n'augmente pas tant que ça sa ration alimentaire. C'est une des questions qu'on pose quand on suit notre patient. Justement, on se dit, est-ce que vous avez augmenté votre appétit? Est-ce que vous avez augmenté votre ration? Après, on surveille le poids. Et moi, j'ajouterais à ce que dit Diane qu'en fait, pour le tabacologue, cet appétit augmenté
c'est un signe qu'il n'y a pas assez de nicotine dans la substitution. D'accord. C'est une aide finalement pour trouver la bonne dose de substitution de nicotine. Jean-Paul, si on se dit, allez, je peux arrêter de fumer où je veux, quand je veux, est-ce que c'est si simple? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, si c'était simple, je pense que ça se saurait. Ouais. Comme l'ont décrit mes deux confrères, c'est très difficile. La nicotine est un médicament qu'on synthétise, une substance chimique en fait qui est très très accrocheuse. On estime même qu'elle est pratiquement encore plus accrocheuse que l'héroïne. Donc se battre seul contre effectivement cette intoxication à la nicotine, c'est un petit peu mission impossible. La prise en charge pour pouvoir arrêter, elle est très multifactorielle. On a parlé de stress, on a parlé de compensation, c'est effectivement des choses que l'on voit la plupart du temps quand on discute avec les patients. Quel est le gain que vous avez avec le tabac? Mais dire qu'on peut arrêter, on a des stratégies qui sont très patient-dépendants. Ça peut être des patchs, ça peut être des substituts nicotiniques. Des éléments sur lesquels, au niveau de ma structure donc de soins d'addictologie, nous sommes très pertinents, c'est sur l'approche, en fait, sur le plan des thérapeutiques cognitivo-comportementales. L'hypnose, la relaxation, la cohérence cardiaque qu'a décrite David. Donc ces éléments-là, ce sont des outils qui peuvent nous permettre à aider quelqu'un à arrêter effectivement le tabac. C'est au cas par cas? Vous parlez d'hypnose? Oui, d'accord. absolument, absolument. Chaque patient est différent, les modalités pratiques, le pourquoi du comment on est tombé dans le tabac, est-ce que c'est par analogie, est-ce que c'est parce qu'on a des copains qu'on commence à nous laisser fumer, est-ce qu'effectivement on a un gain anxiolytique, est-ce que quand nous étions étudiants on avait tendance à fumer, bon c'était pas mon cas, mais j'avais pas mal de camarades qui avaient tendance effectivement à avoir des grosses consommations de tabac pour se déstresser, pour être un petit peu plus performant entre guillemets, avec ces associations classiques qu'on a avec le café, la cigarette, etc. Sociabiliser. Donc pour faire vite, pour arrêter en fait le tabac, non, c'est pas facile, notamment à cause de la nicotine. Quel est le moyen peut-être le plus efficace d'après vous? Parce que c'est au cas par cas, mais il n'y en a pas un C'est qui vraiment au démarque. cas par cas. Dans la pharmacopée, on a des médicaments comme la varenicline, comme le Ziban, on a effectivement donc les patchs. La substitution nicotinique permet, comme on l'a décrit, d'avoir une baisse progressive des récepteurs nicotiniques, donc d'enlever partiellement cette dépendance à la nicotine. Mais c'est qu'un aspect en fait du problème. Vous l'avez compris, l'aspect de l'addiction, si on devait revenir à l'addiction globale, c'est pas qu'une question de cigarette ou d'alcool ou de produits, c'est quelque chose, c'est un déséquilibre qui se passe au niveau neuronal avec ce système de la récompense avec la dopamine. Mais ceci dit, par rapport au tabac, on peut jouer la carte donc de certains médicaments de la classe des antidépresseurs comme le Ziban, on peut jouer la substitution nicotinique avec donc les patchs par exemple et les gommes en complément, on peut jouer l'hypnose, tout se voit, l'auriculothérapie, le laser. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir approcher le patient dans sa globalité. Savoir qu'on a un problème d'addiction, mais qu'il est peut-être le symptôme émergé de quelque chose de plus profond encore. Alors je voudrais vous poser une question sur le vapotage à vous trois, parce qu'on entend tout et son contraire sur le fait de vapoter. Est-ce moins dangereux que fumer? Est-ce plus dangereux que fumer? Est-ce que c'est la même chose? C'est un excellent moyen pour arrêter si le patient le veut. D'accord, David. Après, au niveau de la dangerosité, déjà, en fait, quand on vapote, il n'y a pas de combustion. Oui. Donc il n'y a pas de dégagement de monoxyde de carbone. Oui. Donc déjà, les cellules du corps ont leur oxygène, leur carburant, et donc ça c'est l'un des bénéfices du vapotage. Malheureusement, il y a des études qui ont montré que chez les 16-19 ans, ça pouvait avoir des conséquences pulmonaires, avec de la toux, de l'essoufflement, des douleurs dans la poitrine. Donc comme le disait Diane, en fait, la vapoteuse, ça peut être un moyen transitoire pour aider à arrêter de fumer, si le patient le demande, parce que tous les patients ne demandent pas à vapoter pour arrêter de fumer. Ça peut être une bonne stratégie, mais il faut que ça soit transitoire. Il faut dans une volonté vraiment... que ça soit suivi aussi. Et pas pour commencer. Oui, pas pour commencer. Oui. Ça c'est important. Jean-Paul. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. C'est une première approche, en fait, quelque part, dans cette démarche par rapport au tabac. Tu as raison, enfin David a tout à fait raison en fait de parler des problèmes pulmonaires. La plupart du temps, quand un patient lui propose donc de vapoter, il dit mais est-ce qu'éventuellement je peux avoir le gap, est-ce que je peux fumer, est-ce que je peux inhaler? Non, la plupart du temps, si vous restez contributif, on va taper surtout en fait sur la dépendance nicotinique, d'où l'intérêt de charger la vapoteuse avec de la nicotine. Quelquefois les patients se disent bon bah j'arrête la cigarette, je vais attaquer la vapoteuse et je mets rien du tout dedans. Je dis non, on va au contraire baisser progressivement en fait le taux de nicotine, mais je vous conseille de ne pas inhaler la fumée, de garder en fait dans la bouche, de crapoter comme on dit classiquement. Et c'est vrai que ces pathologies en fait pulmonaires, on commence à les décrire aussi bien avec la vapoteuse, avec les alternatives au tabac, qu'avec des vapoteuses sur lesquelles on prend d'autres produits qu'on trouve dans les CBD shops, etc. Exactement. Puisqu'aux États-Unis, on a eu une épidémie de pathologies pulmonaires graves qui était due en fait à des substances de la classe de cannabinoïdes de synthèse sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard, avec notamment un produit qui s'appelle l'acétate de vitamine E qui donnait des lésions pulmonaires qui étaient très 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 graves, irréversibles.
Vous êtes pour l'interdiction de la puff qui est vendue un peu partout, il y avait un débat autour de ça il y a quelques mois. Moi, je suis à fond contre Oui. la puff. Ouais. D'accord. Moi aussi, je suis à fond contre la puff parce que ça peut être une porte d'entrée Mmh. pour les jeunes. C'est des goûts sucrés. Ouais. C'est vraiment fait pour attirer les jeunes. Donc même la puff sans nicotine, on parle aussi de ça. Oui, pour vous, ça peut C'est- être dramatique. C'est banalisé là-dessus. C'est banalisé. en fait. Ouais. Complètement. c'est vendu à côté des bonbons quand même, Mmh. ou dans des enseignes. Dans des enseignes qui n'ont pas que ça à vendre en fait. En fait, on s'est rendu compte que sur le plan commercial, quelque part, puff, qu'effectivement, l'objectif, ce sont des jeunes avec des goûts sucrés, quelque chose de très édulcoré. On a les prémix et alcopop, qui sont des alcools, en fait, qui sont déjà alcoolisés, avec un taux d'alcool, mais qui, effectivement, peuvent passer pour des sodas, des choses comme ça. Et quelque chose qui a défrayé la chronique il y a peu de temps encore, c'est cette espèce de poudre qu'on peut sniffer. Bien sûr. Voilà. Signifie. Qui correspond en fait à un non pas un psychostimulant, mais qui c'est en fait quelque chose d'assez anodin, mais ça incite les gens à banaliser le geste, Tout à fait. comme on l'a dit en fait, du sniff par rapport à la prise de cocaïne par exemple. On va parler du cannabis, Jean-Paul. Est-ce qu'il entraîne fortement une dépendance? Absolument. Le cannabis est une substance qui est très médiatisée, c'est quelque chose qui est très édulcoré en fait. On a l'impression que c'est des plantes, c'est cool, ça fait planer, etc. Ouais. Le problème c'est que très rapidement, une consommation régulière en fait de cannabis aura un impact au niveau du cortex préfrontal. En fait, on sait que ça a un impact au niveau du cerveau assez rapidement. Ça va se traduire par des choses qu'on voit facilement, qu'on appelle par exemple le syndrome amotivationnel. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Oh bah, je sais pas, déjà que demain je sais pas ce que je vais faire. C'est ça. J'en fais une petite caricature, mais je pense que ça peut parler aux gens. Bien sûr. En fait, très rapidement, on a une accroche. Aussi bien sur le plan en fait addicto en raison du tabac, puisqu'en fait un joint, on a du tabac. Oui. Et en même temps, on a le cannabis, qui est un psychotrope. Dans le cannabis, la molécule qui est la plus accrocheuse, en fait, c'est le tétrahydrocannabinol, le THC, qui est psychodysleptique, qui fait planer, etc. En fait, on se rend compte que rapidement, effectivement, on a une double dépendance, nicotinique avec le tabac, et psychologique, en fait, engendrée par la dépendance au tétrahydrocannabinol, au THC. Beaucoup fument pour avoir des facilités pour dormir, Diane. Est-ce que le cannabis aide à dormir? En fait, ça dépend un peu des gens. Le cannabis, c'est un peu individu dépendant. On va avoir des effets à la fois euphorisants ou au contraire effectivement relaxants, comme Tout à fait. vous le Ça disiez, dépend. Émeric. Mais en fait, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Bah, ça altère le sommeil profond, on va dire. Donc effectivement, finalement, on a l'impression de mieux dormir. En fait, on dort mal. Mais au contraire, on dort mal, on est plus fatigué le lendemain matin, on a des performances cognitives qui sont moins bonnes, D'accord. donc on n'a rien gagné. Effectivement, pour rebondir sur ce que Diane, on s'est rendu compte quand on fait une énergie fonctionnelle sur le plan des consommations, avec une IRM fonctionnelle par exemple, certaines zones sont touchées. Mais ce qui est vraiment caractéristique par rapport au sommeil, c'est que les phases de sommeil sont complètement perturbées. Il n'y a plus de phase alpha, de sommeil lent profond, de sommeil paradoxal, ces fameux trains de sommeil qui font 1h30 à peu près. Bien sûr. Voilà. Avec le cannabis, on a effectivement une sensation d'euphorie, de fatigue. On est effectivement un peu plus enclin, je dirais, quelque part à dormir, mais ce n'est pas un sommeil de qualité. Et au contraire, avec la perturbation de ces phases de sommeil, plus de mémoire, quelquefois irritabilité et surtout la fatigue le matin. Certains vont du coup consommer du cannabis pour régler leurs problèmes de sommeil, et au final, il aurait mieux fallu voir un médecin pour en parler. Ils vont créer d'autres problèmes de sommeil Oui. avec. Une question toute bête, mais le cannabis est tellement répandu. Je pense qu'il y a 10 millions de fumeurs à peu près en France. On se demanderait si c'est même illégal encore aujourd'hui. La question se pose. Il y a la loi, Ouais. la vente, la consommation et la détention de substances comme le cannabis, c'est illégal. Quand on est militaire, la sanction est encore plus sévère. Oui. C'est-à-dire? Ça peut être puni d'1 an d'emprisonnement à peu près. D'accord. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais urgentiste. Et quand je faisais du SAMU, on avait très souvent des gens qui avaient des accidents de circulation, qui étaient ébrieux, chez qui on faisait en fait les alcoolémies et pour lesquels on ne trouvait pas d'alcool. Donc on savait déjà à l'époque que c'est du cannabis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cannabis, c'est très édulcoré, c'est quelque chose de banalisé. Oui. Ceci dit, c'est absolument pas anodin. On a des risques sur le plan de la conduite, on a des risques sur le plan des comportements, on a des risques éventuellement sur le plan psychiatrique. Légaliser une substance qui effectivement aura des conséquences à moyen ou long terme, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose de pertinent. Après, bon, on a des politiques, on a des politiques de santé qui sont particulières, on a des solutions sur le plan thérapeutique par rapport au cannabis qu'on essaie effectivement de mettre en place avec des médicaments. Quelquefois, on essaie de jouer la carte de la substitution. Mais la légalisation, personnellement, moi je suis médecin dictologue, dans ma patientèle, ce que je vois, c'est un symptôme, une fois de plus, là, d'une compensation. On dit je prends 4 joints un soir pour dormir. En fait, non, c'est pas pour dormir, c'est pour essayer d'enlever quelque chose. Bien sûr.
Donc je crois que quelque part que le fait de légaliser, c'est moi à mon sens, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant sur le plan, je dirais, de la stigmatisation des gens. Donc ne pas stigmatiser les patients, je ne parle pas du trafic. Oui. Mais ceci dit, sur le plan de l'approche médicale, je suis plus distancié, notamment sur le fait de fumer le cannabis. On a des risques qui sont beaucoup plus importants, notamment, je vais faire schématiquement, un joint, c'est pratiquement 6 à 7 cigarettes en toxicité. Donc il y a des choses qu'il faut faire passer. Donc de la légaliser, je pense qu'au niveau de la santé publique, c'est quelque chose qui pour moi, dans mon sens, n'est pas acceptable. On va parler de la cocaïne, Jean-Paul. Certains pensent que la cocaïne améliore les performances au travail. Alors c'est vrai que c'est un psychostimulant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce qu'on voit dans l'imaginaire, on se dit tiens, cocaïne c'est le showbiz. Non, pas du tout. Moi, la patientèle que j'ai, c'est effectivement des gens, par exemple, qui sont artisans. Qui ont besoin d'avoir un coup de boost. Il y a des gens qui sont dans le médical, par exemple anesthésistes ou chirurgiens. À la restauration. Voilà, par rapport à ça. Ouais. Donc ce sont des psychostimulants. Le problème, c'est que très rapidement, on a une accroche. On a un premier phénomène en fait de la prise de cocaïne qui s'appelle le rush. Donc les gens vont avoir une espèce de montée. Après, ils sont dieux, parce que c'est vraiment ça. C'est l'impression que tout est possible, tout est réalisable, vraiment. Et puis très rapidement, en fonction de la modalité de prise, le sniff, l'injection ou éventuellement donc le fait de fumer du crack, puisque c'est de la cocaïne, on a donc une baisse très importante en fait, sur le plan moral, sur le plan de la fatigue, qu'on appelle le crash. Et je pense quelque part que ce mot crash, il symbolise bien effectivement ce que donne la baisse en fait, d'efficacité de la cocaïne chez le patient. Donc psychostimulant, oui c'est vrai. Donner de meilleures performances, non. Absolument pas. On a l'impression, quelque part, qu'effectivement, on est beaucoup plus performant, mais on est plus énervé, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Ceci dit, rapidement, on a d'autres soucis. On a des gens qui vont faire des syndromes paranoïdes. Ils vont avoir l'impression qu'on les suit. Donc très rapidement, s'installe en fait une espèce d'habitude de prendre un psychostimulant en disant je vais être beaucoup plus performant, mais on sera beaucoup moins performant, beaucoup moins adaptable, et on va surtout dépendre d'un produit qui a beaucoup d'effets secondaires sur le plan de la santé. Et là aussi, on peut se dire, est-ce qu'on peut arrêter facilement quand on veut ? On parlait tout à l'heure de la clope ou l'alcool. Ouais. Qu'en est-il de la coke ? C'est difficile parce que quelqu'un qui va sniffer avoir l'impression bon, ça va monter à peu près en quelques minutes et ça va durer à peu près une demi-heure. Donc c'est ce qu'on voit dans le festif, etc. J'ai sniffé. Voilà. Après, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une Tmax plus importante. La Tmax, c'est le fait de monter très rapidement en fait, avec l'effet. Donc ils vont le faire en injection. En injection, ça va durer à peu près, je dirais, autour de 20 minutes. Par contre, les gens qui consomment du crack, donc le chlorhydrate de cocaïne qui a été trafiqué avec de l'ammoniac ou éventuellement du bicarbonate, on aura à ce moment-là une montée très 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 rapide, un height très important et une chute dramatique. Ouais. Ce qui veut dire que les patients qui vont avoir tendance à prendre ce type de cocaïne, donc le crack, ils vont avoir tendance à en prendre de façon très très régulière. On a un phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'arrive un moment où le cerveau va dire j'ai synthétisé ma dopamine, mais finalement j'ai encore besoin. Et on aura des répétitions de ce comportement, des consommations, qui vont arriver à un moment où on aura des intoxications à la cocaïne. Oui, sur le plan des effets secondaires qu'on peut voir, donc sur le plan somatique avec les prises de cocaïne, dans les effets secondaires qui sont délétères, on voit effectivement donc des problèmes de type cardiovasculaire avec des syndromes coronariens, y compris chez des jeunes. On voit des problèmes sur le plan neurologique avec des crises d'épilepsie, des ruptures d'anévrisme. Et on peut voir aussi chez les gens qui fument le crack, des pathologies pulmonaires qu'on appelle le crack lung. J'ai perdu un patient il y a peu de temps qui est basé avec de l'ammoniac, et l'ammoniac étant délétère sur le plan pulmonaire, a malheureusement une insuffisance respiratoire. On lui enlève un poumon et on n'a pas pu le sauver de sa machine. Donc c'est vraiment pas anodin. Quant à le soigner, c'est très difficile. On a des possibilités thérapeutiques qui existent, qui sont alternatives avec certains médicaments. Mais là, une fois de plus, comme on en a parlé depuis le début, l'approche d'un patient addict, quel que soit le produit, elle doit être pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de choses en fait à explorer et c'est vraiment patient dépendant. En fait, si je schématise un petit peu, la coke on en prend pour être bien, mais après on en prend pour ne pas être mal. C'est ça. Et là, ça devient dramatique. Merci pour ces enseignements précieux. On va parler d'autres addictions qui sont tout aussi importantes au final. Ce sont des addictions sans substance, mais qui peuvent aussi être dangereuses. Des addictions comme les écrans ou les jeux d'argent. David, qu'en est-il de ces addictions en particulier ? Alors elles sont comme les addictions avec substance assez destructrices. Oui. Comme dans les addictions avec substance, il y a une perte de contrôle et une focalisation sur l'objet. Alors là, c'est pas sur le produit, mais c'est sur le comportement. C'est le fait d'être tout le temps sur les écrans, c'est de jouer sans cesse et ça prend énormément de place dans la vie au détriment du reste, au détriment des relations sociales. Et puis ça peut avoir des répercussions au niveau professionnel parce qu'on passe vraiment tout son temps à faire le comportement.
Vous voulez compléter là-dessus parce qu'on parle des écrans, il y a aussi Oui. les jeux d'argent, il y a... Alors dans les jeux d'argent, évidemment, il y a Ouais. des problèmes financiers derrière qui se greffent. Ouais. Et une sorte de pensée magique de ce numéro-là n'est pas sorti hier, il sortira aujourd'hui. C'est assez intéressant hein, sur le fonctionnement cérébral qu'il peut y avoir derrière. Et l'isolement, ça c'est vrai que David en parlait, c'est flagrant. Dans tous les comportements, en fait, tout est fait pour avoir le comportement. Ça passe après toute vie professionnelle ou sociale. C'est un esclavage. Il y a des gens qui ont la malchance de gagner. Quand j'ai la malchance de gagner, c'est je suis pas bien, je vais passer au casino, il y a un bandit manchot, c'est super. Je tire le bandit manchot et je gagne. Et là, on a mis le doigt dans l'addiction. Le problème, c'est que une fois de plus, tout à l'heure, on parlait de dopamine, ces addictions, en fait, elles correspondent à la compensation en fait, d'un mal-être. Quelqu'un qui n'est pas très bien, qui a des soucis personnels et qui a la malchance de gagner, tombe effectivement, pratiquement d'entrée de jeu dans le piège en fait, de l'addiction au jeu, aux écrans, etc. Comment on peut savoir qu'on est addict sur ces particulièrement les jeux, les écrans? Comment on peut le savoir? Comment on peut en avoir conscience? Le temps passé, Ouais. L'argent dépensé, Oui. La l'isolement. perte de contrôle. La perte de contrôle. Je n'arrive plus. Ça s'impose à moi. Voilà, je m'isole, je n'ai plus de relation sociale, ni affective, ni amicale. je suis obligé d'avoir le comportement tous les jours et ça prend de plus en plus de temps et de place dans la vie. Je voulais qu'on parle des protoxydes d'azote également. On commence à entendre parler de plus en plus. Jean-Paul, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le protoxyde d'azote, c'est un gaz dont on se sert à l'hôpital. Ouais. C'est un gaz dont on se sert, mais avec de l'oxygène, ce qu'on appelle le méopa. Je ne vais pas revenir dessus. Ceci dit, il y a de l'oxygène dedans. Alors que les jeunes, qui trouvent ça très festif, puisqu'on appelle ça le gaz hilarant, Gaz hilarant. on va le récupérer en fait dans des petites bonbonnes dont on sert pour les shakers, etc. Il faut savoir que le fait d'en prendre dans un ballon, on va avoir que du protoxyde d'azote. Donc effectivement, on va rire, on va être bien, etc. Le problème, c'est qu'on peut faire une asphyxie, il n'y a pas d'oxygène. On peut faire des chutes. On peut se retrouver en fait avec une brûlure au niveau de la bouche, parce que comme c'est un gaz qui est sous pression, le fait de le craquer, c'est le mot qui est employé, pour le mettre dans le ballon, on va donc libérer un gaz sous pression avec la loi de Boll-Mariotte, et on va avoir du froid, on va se cramer les doigts, on va éventuellement se brûler les lèvres. Ça, c'est le minimum. À moyen terme, avec le gaz hilarant, on a d'autres pathologies qui sont vraiment documentées maintenant, qui sont des problèmes d'ordre cardiaque et surtout d'ordre neurologique. On a des pathologies de la moelle épinière qui montrent qu'il y a des lésions très importantes de la moelle épinière qui est induite en fait par le protoxyde d'azote. Donc c'est un gaz hilarant, c'est rigolo, mais vraiment à très court terme. Je pose une question simple mais hyper importante, surtout après ce débat qu'on a pu avoir. Vers qui il faut se tourner lorsqu'on rencontre des problèmes d'addiction? Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les centres de soins d'addictologie en centre-ville, tout simplement, ou vers des médecins addictologues qui sont dans les cliniques. Ça peut être des associations, numéro vert. Je pars toujours sur le postulat que l'addiction, c'est une maladie, c'est une souffrance, c'est une compensation de quelque chose, on en parle depuis le début. Un ami, la famille, c'est un peu plus difficile. Mais le médecin traitant, l'infirmière de l'école, éventuellement des gens qui sont effectivement un petit peu orientés déjà d'addictologie, le médecin traitant bien sûr. Et ensuite passer, comme l'a dit Diane, passer sur des centres spécialisés. C'est très difficile de pousser la porte. Moi, le service où je travaille, les patients que je vois... Oui, ils vous disent souvent qu'ils sont passés plusieurs fois avant de passer toquer. 10 fois devant la porte, Ouais. docteur, avant de rentrer. Ouais. Parce qu'on a peur d'être stigmatisé, etc. Bien sûr. Donc, effectivement, je pense qu'à partir du moment où il y a verbalisation, si on dit « je suis mal, écoutez-moi, je demande de l'aide », à ce moment-là, le patient, effectivement, est sur une dynamique de prise en charge. Et tous les intervenants, que ce soit infirmiers, psychologues, médecins, etc., ont un gain dans la mesure où, effectivement, on peut aider la personne à être moins mal. On arrive quasiment à la fin de cette émission spéciale. J'aimerais vous demander, allez, un dernier mot, un conseil pour celles et ceux qui sont en train de nous regarder, pour les militaires. Jean-Paul, Diane, David, un dernier conseil, un dernier message à faire passer? Le but, c'est d'avoir le plus d'activités qui nous plaisent. C'est de s'entourer de gens, de personnes positives autour de soi. C'est de ne pas oublier que si l'addiction, c'est une maladie, et que si on a l'impression d'être tombé dans cette maladie, on peut se faire soigner. Comme l'a dit Jean-Paul, le plus dur, c'est de pousser la porte. Et une fois qu'on a poussé la porte, on se rend compte que c'est des maladies qui se soignent. Quelqu'un qui devient diabétique, il ne se pose pas la question de savoir s'il va être soigné. Bien sûr. Quelqu'un qui a une maladie avec l'addiction, ça doit pouvoir être la même chose. Ça, c'est important parce que vous dites que l'addiction, c'est une maladie. Oui. Et la maladie, ça se soigne. J'ai 2 phrases que je dis à mes patients. Connais tes limites et prends soin de toi, c'est la première. Donc la deuxième phrase que je dis à mes patients, vous êtes votre pire ennemi et votre meilleur médecin. Je vais rebondir sur ce que dit Diane. Je pense qu'effectivement, la solution est dans le patient. C'est dans ce sens-là que nous travaillons, où on essaie de revaloriser, de lui donner ses repères,
Lorsqu'on donne des médicaments de compensation par rapport à une addiction, c'est pas pour enlever le problème, c'est pour aider la personne à récupérer, en tant que son meilleur ami et son meilleur médecin, de récupérer en elle en fait des ressources qui existent déjà, mais qui sont masquées par des psychotraumas anciens, des souffrances, par des choses qu'ils ont vécues. Les anciens militaires, j'en sais quelque chose puisque moi je suis ancien militaire, on a eu pas mal de gens qui sont partis sur des missions difficiles, qui ont quitté l'institution et que je reçois maintenant au niveau de mon centre, donc en pratique civile, avec en background derrière des souffrances qui sont compensées quelquefois effectivement par des consommations d'alcool ou d'autres produits. Donc effectivement, le médecin, le meilleur ami, c'est le patient. Je tenais vraiment vous remercier tous les trois pour cette discussion franche. On a appris beaucoup de choses, on a décanté aussi les idées reçues, vraies comme fausses. On a essayé de donner des pistes et des conseils. Parlez-en autour de vous, en tout cas, c'est ce qu'on retient également. Et merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. À très bientôt. Merci.